En fait, si je demande à un groupe de femmes que j'accompagne d'environ 200 femmes, tu vois, qui vont avoir entre 30 et 45, eh bien, tu leur demandes combien de rencontres elles ont fait au cours du dernier mois, ça va être 0 ou 1. En moyenne, les mecs sont catastrophiques en séduction. Moi, j'avais partagé des trucs que tu faisais à l'époque avec mes potes, donc plutôt sur l'aspect séduction, j'avais 15, 16, 17 ans. La réponse universelle que j'avais de mes potes, c'était trop chelou de regarder ça. 35% des moins de 40 ans se ressentent en solitude. Alors, c'est pas de la solitude amoureuse, mais c'est de la solitude au sens large. Le fait que les femmes travaillent de plus en plus, qu'elles sont indépendantes financièrement de plus en plus, font qu'elles sont de plus en plus exigeantes. Je deviens exigeante parce qu'entre guillemets, j'ai le choix. Si tu regardes les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de contenu type développement personnel, des relations aussi bien amoureuses que amicales, il y a plein de conseils, ça fourmille de partout. Mais en fait, les gens ont jamais été aussi seuls. Et moi, je pense qu'en fait, c'est parce que les gens sont seuls que justement, il y a de plus en plus de contenu développement personnel. Il y a un moment où tu bois pas d'alcool, tu baisses pas, t'as pas de soirée, il y a un moment où tu te fais pas un peu chier quand même dans ce modèle-là. Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver dans Contre-Courant. Je suis aujourd'hui avec ma sœur associée Sixtine. Salut Sixtine. Bonjour à tous. Et on a l'honneur, que dis-je, le plaisir d'accueillir Yann Piette. Salut Yann. Bonjour à tous. Je suis ravi de te recevoir. Je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs plusieurs fois en public, mais tu as fait partie des premiers youtubeurs que j'ai suivis. Et notamment sur la partie entrepreneuriale, c'est pas forcément le sujet du jour, mais je voulais vraiment te saluer là-dessus parce que tu as été un des premiers à ouvrir la voie à l'entrepreneuriat en ligne. Et donc ça fait très très plaisir de te recevoir. Ok, bah je me rends pas compte en fait que j'ai eu cet impact-là. Parce qu'après, il faut dire aux gens qui vont regarder la vidéo qu'à la base, moi j'ai commencé en fait à apparaître sur internet en faisant des vidéos à destination plutôt d'un public masculin sur comment faire des rencontres, comment avoir confiance en soi, comment en gros développer en fait des compétences sociales qui vont te permettre dans la vie de manière générale et de faire des rencontres et d'avoir une vie amoureuse, on va dire plus qualitative, mais aussi dans la vie, on va dire professionnelle, etc. Ouais, c'est comme ça que je me suis fait connaître. Mais non, mais de ouf. Et puis surtout, et c'est là justement, et tu amènes un peu ma question pour à chaque fois débuter un peu les contre-courants, mais j'ai l'impression qu'on est arrivé à un stade d'individualisme et je me pose la question de où est-ce que se place le développement personnel au sens le plus large du terme là-dedans. J'ai l'impression que les gens sont plus seuls, ils sont moins motivés, ils travaillent moins sur eux-mêmes et que j'ai l'impression qu'on n'a plus de nouveaux Yann Piette en fait. Tu vois, c'est con comme truc, tu vois, mais il n'y a pas de nouvelle génération d'une personne comme toi, tu vois. En fait, je pense qu'il y a une espèce de désert, et là, comme tu le dis, les gens sont un petit peu paumés de manière générale. Il y a une stat intéressante qui vient soutenir ce que tu viens de dire. J'ai lu ça dans Society, donc un magazine que vous pouvez consulter qui date d'il y a même pas quelques semaines, où ils disent que près de 35% des moins de 40 ans se ressentent en solitude. Alors, c'est pas de la solitude amoureuse, mais c'est de la solitude au sens large. Ah, c'est fou, tout ça, un tiers des gens, mais c'est un truc de fou. Ouais. Et là-dessus, j'ai l'impression qu'il y a, je sais pas, une perte d'envie de se développer, de se dépasser. Si tu regardes les réseaux sociaux, si tu regardes un petit peu Instagram, qu'est-ce que tu vois? Il y a de plus en plus de contenu type développement personnel avec, tes relations aussi bien amoureuses que amicales. Il y a plein de conseils, ça fourmille de partout. Mais en fait, les gens n'ont jamais été aussi seuls. C'est un paradoxe, c'est assez intéressant, c'est que et moi je pense qu'en fait c'est que parce que les gens sont seuls que justement il y a de plus en plus de contenu de développement personnel. Ah ok, je vois très bien, mais Sixtine avait c'est un peu ce que tu fais au final, le développement personnel. Les gens les plus intelligents n'ont pas confiance en eux. Ça paraît fou quand je dis ça, mais en fait c'est une forme de protection. Ouais. Comment tu vois le truc dans les retours que t'as de ta communauté et tout? J'ai deux. En fait, il y a plus de normes, enfin il y a plus de milieu. J'ai deux extrêmes. J'ai les gens qui comprennent vraiment rien à ces sujets-là. Donc en fait, tu donnes le moindre conseil qui est censé être plutôt une évidence pour des gens. T'as des gens, vraiment, ils le découvrent pour la première fois. Mais des trucs vraiment évidents, comme comment aller aborder quelqu'un à une soirée, mais des trucs très basiques, de je sais pas, salut, on n'a pas été présenté, enfin des petits trucs qui peuvent paraître en fait basiques, ou en tout cas quand tu le dis à quelqu'un, la personne est en mode ok, oui, je comprends. T'en as plein qui sont en mode ouais, mais en fait, qui comprennent pas le truc. Et à l'inverse, t'as énormément de gens qui, eux, ont du coup, je pense, travaillé déjà le sujet sur eux-mêmes ou sur d'autres gens, ou en lisant des livres, qu'importe, ou en le testant, qui du coup s'y connaissent vachement bien. Il y a plus cet entre-deux, il y a plus, c'est toujours d'un extrême à l'autre en fait. En fait, je dirais que on va dire le niveau moyen, le muscle social moyen des gens, tu vois, de la masse de la population, il a diminué. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que tu vois? Et c'est vrai ce que tu dis, c'est qu'en gros, il y a deux extrêmes et l'écart se creuse entre les gens en fait qui ont très peu de connexion, très peu de compétences sociales, et les gens qui d'un autre côté vont travailler sur eux, vont extrêmement bien les maîtriser. Ouais. Et on voit ce truc se creuser depuis 10 ans. Et c'est assez flippant. En fait, aujourd'hui, les gens n'ont
pas une vie sociale aussi riche qu'avant. C'est une évidence. Regardez autour de vous. Mais c'est vrai, je suis d'accord. Le quotidien des gens, qu'est-ce qu'ils font? Les gens sont plus en boîte, les gens sont plus dans des bars. Tu passes quoi, 4-5 heures minimum en termes de moyenne par jour sur ton téléphone et les réseaux sociaux, regardant des films, qu'importe. Du coup, ce temps-là, à une époque, tu le passais à voir d'autres gens. Exactement. Tu le passais pas en fait à faire ça. C'est évident. En fait, c'est plus tu passes du temps à faire quelque chose, plus t'es bon à ce quelque chose. Bien sûr. Donc, vu que le temps d'écran global des gens et le temps à la maison global des gens explose, on va dire. Alors, j'ai pas les chiffres pour backup ce que je dis, mais en gros, je pense qu'aujourd'hui, les gens, par rapport aux années 2010 ou avant, ils passent peut-être 2 fois plus ou 3 fois plus de temps sur leur portable. C'est sûr. Je crois que sur le portable, on est à 5 heures par jour en moyenne, et sur les réseaux sociaux, on est à 2h30. C'est énorme. Un jour, ça va dépasser le temps de travail. Vraiment, hein. C'est abusé. Hein. Donc, du coup, c'est normal en fait d'avoir une espèce de forme de paralysie en fait. Oui, puis t'as le truc aussi où les gens aujourd'hui, dès qu'ils ont faim, ils peuvent commander, dès qu'ils veulent une info, ils peuvent le trouver sur internet. Donc en fait, du coup, tu développes beaucoup plus facilement la flemme chez les gens de faire quelque chose parce qu'ils ont en fait tout instantanément. Donc en fait, t'as la flemme d'organiser un truc avec tes potes, t'as la flemme d'aller voir tes potes, t'as la flemme de bouger pour faire un truc. Donc finalement, parce qu'en fait, il y a plein d'alternatives qui vont apporter du plaisir, du réconfort ou de la dopamine, ou appelle ça comme tu veux. Ça peut être regarder Netflix, ça peut être se faire livrer un truc, ça peut être, je sais pas, jouer à des jeux vidéo. Scroller sur TikTok, bien sûr. Juste scroller en fait. Qui ne s'est pas déjà retrouvé à faire ça? Moi le premier, tu vois, en mode, putain, ça fait 45 minutes que je suis en train de scroller. Et c'est le temps d'une activité en fait. Donc comme tu as toutes ces petites alternatives à côté qui vont t'apporter du réconfort, en fait, tu te retrouves pas dans cette espèce d'envie en fait d'aller, tiens, je vais sortir, je vais aller voir du monde, qu'est-ce qui se passe dehors, je suis tout seul, c'est pas grave, je vais y aller quand même. Ça, c'est quelque chose en fait que les gens ont moins envie de faire parce qu'ils ont plein d'alternatives à la maison dans leur téléphone. Mais toi qui as du coup accompagné plein de gens, et hommes comme femmes, depuis une quinzaine d'années, est-ce que toi, même dans les retours que te font les gens, tu vois une différence sur ce truc-là? Ouais. Alors aujourd'hui, j'accompagne plus les femmes. J'ai commencé ma carrière en accompagnant les hommes. Et en fait, petit à petit, j'ai fait une transition qui s'est faite en fait assez naturellement. C'est difficile de parler. Oui, t'avais créé une deuxième chaîne, c'est ça? Alors en fait, c'est-à-dire que j'ai commencé à m'adresser aux hommes en 2010. Vers 2014-2015, je commençais à avoir beaucoup de femmes qui me posaient des questions, mais sur les problématiques. Quelqu'un qui a failli mourir dans le bureau. Donc je disais oui, j'ai commencé à avoir des questions en fait émerger, puisqu'en fait je parlais des relations amoureuses, je parlais des rencontres, ça intéresse tout le monde, ça intéresse tout le monde. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à donner des conseils aussi aux femmes, et puis à un moment donné, je sais pas, j'ai envie de changer, ça s'est fait comme ça naturellement, et parce que c'est difficile de parler à tout le monde en fait. Tu dois segmenter un petit peu. Oui, mais en fait c'est très fort parce que tu vois les vidéos, tu disais que tu t'adressais aux hommes. Moi, j'avais envie de les regarder pour savoir comment un homme fonctionnait. Ouais. Donc en fait, ça marche très bien. C'est la même chose aujourd'hui. Les vidéos que je fais pour les femmes sont regardées par des hommes pour voir comment les femmes fonctionnent. Oui, et moi, du coup, ça m'emmerde. En fait, justement, je préfère savoir comment un homme fonctionne que savoir comment une femme fonctionne. Moi, comme je sais comment moi je fonctionne, j'ai pas besoin de savoir comment les autres femmes fonctionnent. Faut que je réouvre une chaîne. Donc en fait, faut que tu réouvres une chaîne. mais attends, pour revenir sur ce que tu disais, parce que je me suis éloigné du truc, en fait, je vais vous donner un exemple. Je coach plein de femmes, donc j'ai aussi bien des coachings individuels que des groupes. Et je vois bien quand c'est des groupes, parce qu'en fait, quand c'est des groupes, on fait plus ou moins la même chose au même moment, je donne des petits exercices, des petits challenges et tout. Et en fait, je prends le pouls, en fait, je pose des questions et j'ai des stats précises. Et en fait, si je demande à un groupe de femmes que j'accompagne d'environ 200 femmes, tu vois, qui vont avoir entre 30 et 45, eh bien, tu leur demandes combien de rencontres elles ont fait au cours du dernier mois. Ça va être 0 ou 1. La majorité, quand je dis rencontre, je te parle de voir quelqu'un comme on se voit là, en fait. Mais même pas quelque chose qui a abouti, c'est-à-dire, t'as parlé à combien de personnes du sexe opposé au cours du mois dernier? 0 ou 1, c'est la réponse la plus... Attends, mais ces femmes-là, elles habitent pas dans une grande ville? Si. Alors pas toutes évidemment. Non, mais en vrai ça s'explique effectivement. T'imagines, tu fais 8h, 20h au travail, tu rentres chez toi, tu dis Netflix, fin. Ouais. Et c'est même encore plus bizarre si elles habitent dans une petite ville, parce qu'en réalité, dans une petite ville, moi j'ai grandi dans des petites villes, même dans des villages à un moment donné, en fait c'est plus dense en fait, tu croises facilement des voisins, tu croises facilement des gens. Avec le boulanger. C'est plus facile d'être anonyme dans une grande ville. Non mais c'est vrai, pour le coup. Et en fait à Paris c'est bizarre de devenir pote avec le commerçant du coin. Ouais, bien sûr. Alors que tu te connais, à Paris beaucoup de gens ne connaissent pas leurs voisins. Ouais. Voisins. Voilà. Non mais je suis très d'accord avec toi, et surtout nous on a un biais avec le crayon, c'est que pour le coup nous on rencontre en dizaines de nouvelles personnes toutes les semaines. C'est pour ça que moi j'ai l'impression de... Et effectivement nous on a ce truc où les gens un peu nous voient nous comme des machines sociales parce que ça fait partie de notre taf et tout. Et ils pensent toujours que rien n'est conscient en fait, que tout le monde est naturel, le fameux naturel. C'est naturel. Alors qu'en réalité, votre exemple il le prouve bien, parce que plus tu, on va dire, et vous c'est grâce à votre travail, mais aussi il y a une impulsion personnelle, mais en gros, plus tu côtoies des gens, plus tu deviens, on va dire, ça ne te coûte pas d'énergie. J'allais dire ça tu deviens bon à ça, mais en fait ça ne te coûte pas.
Contrairement où, par exemple, une de mes clientes qui fait très peu de rencontres, elle, ça lui coûte énormément de sortir de chez elle et de démarrer la machine, en fait. Parce qu'elle est introvertie ou pas forcément? Non, pas forcément, mais en fait, c'est juste de démarrer la machine. Toi, t'es face à un choix, t'es chez toi, t'es bien chez toi. Tu dis, ok, je vais sortir, où est-ce que je vais aller? Il faut que je m'habille, il faut que je me prépare, je vais parler à Kia, je vais aller là, il va y avoir du bruit, ou je vais être dans un inconfort parce que je suis toute seule. Tu vois, t'as beaucoup de barrières, en fait. Quelqu'un qui a l'habitude en fait d'être entouré de gens, qui est tout le temps, qui est bien quand il est entouré de gens, bah en fait naturellement cette personne elle va rechercher ça en fait. Ouais, t'as pas envie de rester chez toi. En fait, quand t'as ce rush de personnes, d'abondance de personnes, de contacts, ça fourmille, c'est hyper vibrant, hyper c'est hyper stimulant. Ouais. Et t'as envie de continuer ça. En fait, tu te retrouves dans une pièce où il y a pas un bruit, t'es là, tu fais presque t'as de l'anxiété. En fait. Je suis coupable de ça, je dois t'avouer. Mais tu vois, c'est là où je trouve qu'il y a un truc qui est ultra paradoxal, c'est que en fait j'ai l'impression qu'on a un peu substitué toutes les formes d'amusement par en gros le fait de geeker, que ça soit des séries, du TikTok ou des jeux vidéo, parce que il y a même une des stats, je crois que c'est genre 30% des boîtes de nuit qui ont fermé à Londres ou à Paris. Enfin, alors il y a eu le Covid, c'est sûr que ça a peut-être créé une fracture. T'as eu le Covid, mais avant le Covid, en fait, moi je pense que c'est une évolution qui date d'avant, qui date de 2010. 2010, t'as quoi? T'as l'apparition des premières applications de rencontres, un mec, Mythique, etc. C'est 2010. Au début, bon, c'était un peu une blague. Et c'était un peu honteux. On était un peu le nul, il va sur Mythique et tout. Si tu regardes l'évolution 2010-2025, les rencontres se font de plus en plus sur les applications. On arrive à peu près à 50% aujourd'hui. Et en fait, de manière presque synchronisée, tu vois les lieux en fait de sociabilisation qui ferment les uns après les autres. D'ailleurs, les gens, tu regardes un truc aujourd'hui, les gens consomment de moins en moins d'alcool. Alors, tu peux le regarder, tu peux le voir au niveau de tes amis, mais tu peux le voir aussi au niveau des marques qui vont lancer du vin sans alcool, etc. Et en fait, ça, pour moi, à mon avis, il y a aussi cet effet-là, en fait. Oui, on ferme les boîtes de nuit, les bars qui ferment, etc., mais les gens boivent moins, et en fait, c'est concomitant. C'est-à-dire qu'en fait, l'alcool, c'est un lubrifiant social, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens, ils sont dehors, ils boivent des verres, ils fument des clopes, etc. Ils sont entre eux, en fait. Ils sont dans cette activité de... On est avec quelqu'un. Si t'as plus les lieux, si t'as plus les consommations, bon, bah, en fait, je suis à la maison et en fait, je vais aller chercher des sources de plaisir différentes, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai. Et après, je te juste après. Et en plus, tu regardes même après, c'est pour ça que je trouve que le sujet est fascinant. C'est parce qu'en fait, tu regardes, on est à notre plus bas de démographie. Ouais. Suivant tout ce qu'on vient de se dire. Ça va pas s'arranger. Et ça va pas s'arranger. Donc en fait, vas-y. Non, moi j'allais dire aussi le principal problème, c'est que généralement quand tu vas faire un date ou autre, ça te crée quand même vachement de, je sais pas si c'est de la dopamine, mais ça te crée, enfin le fait de montrer que tu plais à la personne te suscite plusieurs émotions. Le problème, c'est que ces émotions-là, aujourd'hui, tu peux les retrouver grâce aux réseaux sociaux, en regardant un film ou autre. Et avant, ou en postant un truc, complètement vrai. Ou tu peux dire, tu prends des likes, c'est plus mieux que faire un date, quoi. En fait, c'est juste que, entre guillemets, le cerveau aurait moins besoin de faire des dates ou autre, parce que cette drogue-là, il peut la retrouver ailleurs. Et plus facilement. Et beaucoup plus facilement. Tu postes une photo, t'as un petit... Si tu te mets en scène, je sais pas, tu fais une story ou une photo. Les gens n'ont pas forcément envie de poster des photos, c'est devenu un peu cringe, mais tu mets une story, t'as un petit rush, t'as une petite appréhension, ok, est-ce que je suis bien, est-ce que c'est intéressant ce que je dis, boum, tu postes et ensuite tu reçois de la validation. Et en fait, tu l'as tout de suite, t'as pas besoin de... Mais vraiment, c'est vraiment ça. Oui, mais il y a un moment où je fais exprès de me faire de pousser le truc dans les retranchements, mais il y a un moment où tu bois pas d'alcool, tu baisses pas, t'as pas de soirée, il y a un moment tu te fais pas un peu chier quand même dans ce modèle-là, tu vois? Non, parce que les gens trouvent du plaisir ailleurs, en faisant du sport, en regardant des séries, en passant du temps différemment avec leur conjoint. Oui, parce que moi j'ai plein d'amis dans ce cas-là, hein, et ils sont très heureux. Et en fait, leur couple n'est pas du tout basé sur ça. Donc en fait, pour eux, c'est pas un manque. Mais j'ai plein d'amis qui sont comme ça. Peut-être que c'est une question de génération, peut-être. J'ai de plus en plus d'amis comme ça. Le couple va de moins en moins occuper une place centrale dans la vie. Oui. C'est-à-dire que tu remontes à il y a 20 ans, il y a 30 ans, quand tu es dans ta vingtaine, trentaine, justement, en fait, ton couple va prendre une bonne partie de ton quotidien. C'est-à-dire que, ok, j'ai rencontré quelqu'un, c'est quoi les projets, etc. Aujourd'hui, les gens, ils ont un petit peu plus compartimenté leurs occupations. Donc là, oui, comme tu l'as dit, tu vois, je vais faire du sport, je vais me mettre dans un running club ou dans un truc de crossfit ou truc, et puis passer beaucoup de temps aussi à la maison. Il y a plus ce truc-là, en fait. C'est vrai, c'est très vrai ce que tu dis. Ouais, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la sociabilité, elle fonctionne énormément par, je mets des guillemets à ça, mais par communauté. En fait, j'ai l'impression. Tu parlais de run club, je trouve que c'est hyper pertinent parce que, on a un associé qui est dans un run club, donc je trouve ça marrant comme idée. Mais c'est surtout que j'ai l'impression que c'est aujourd'hui le plus gros levier de sociabilité des gens, en fait. C'est ces clubs de sport, de musique, de jeux, de tout ça. Ouais, mon pressentiment, c'est que ça va se développer de plus en plus. À mon avis, on arrive à un stade où les gens manquent en fait... parce que tu disais, oui, les gens sont contents, mais je pense qu'il y a aussi une bonne partie des gens qui en souffrent. Moi, c'est mon avis.
j'ai autant de clientes qui viennent chercher des conseils pour faire des rencontres, pour oui, je veux rencontrer un mec bien, je veux une belle relation, etc. C'est qu'il y a quelque part, parce que c'est une démarche, tu vois, ça a une démarche, ça a un coût, faut s'impliquer. Donc c'est qu'il y a quelque part, il y a un besoin derrière. C'est vrai. Donc les gens ont besoin de communauté à mon avis. Et je pense aussi que le fait que les femmes travaillent de plus en plus dans des métiers qu'elles apprécient de plus en plus, qu'elles sont indépendantes financièrement de plus en plus et qu'elles travaillent de plus en plus confiance en elles, font qu'elles sont de plus en plus exigeantes. Et donc je pense qu'aussi elles trouvent moins facilement quelqu'un qui leur correspond. Parce qu'elles ont des attentes qui sont encore plus hautes, qui a peut-être 20-30 ans, où tu as rencontré quelqu'un, tu avais moins de choix, tu n'avais pas forcément confiance en toi, tu n'étais pas forcément indépendante financièrement. Moi, j'ai beaucoup de parents d'amis qui étaient mères au foyer. Donc, en fait, tu as aussi ça aujourd'hui. C'est qu'en fait, je deviens exigeante parce qu'entre guillemets, j'ai le choix. Les femmes ont entre guillemets toujours eu plus de choix que les hommes. Oui, ok, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai le choix qui est aussi économique, quoi, maintenant, qui était peut-être moins le cas il y a 30 ans ou 50 ans. Quoi. Mais en tout cas, le fait d'être indépendant financièrement te donne forcément plus confiance en toi, donc fais en sorte que tu as le choix. Ouais, alors ça, c'est clair que c'est un retour que j'ai énormément. Et en fait, c'est peut-être le premier retour que j'ai en fait, quand les gens viennent me parler sur Instagram spontanément, c'est où ils sont. Je vais retranscrire un peu des propos de manière caricaturale, mais où ils sont les mecs bien. Il n'y a plus de mecs intéressants. Dès que je rencontre un mec, je sais pas, il sait pas écrire, il met des smileys partout, alors ils sont pas intéressants. Ils arrivent pas en fait, tu vois, ils arrivent pas à franchir la barre. Sur la longueur d'onde. T'as une barre d'attente, d'expectation. Ils sont pas bons en séduction, quoi. Ils sont en dessous. Et oui, bien sûr, c'est vrai. Mais en fait, le truc, c'est que la différence, c'est qu'aujourd'hui, la grosse évolution qu'il y a eu, c'est la dématérialisation des rencontres. C'est-à-dire qu'on fait plus des rencontres dans la vie quotidienne, on fait des rencontres sur les applis. Donc forcément, du coup, tu as un beaucoup plus gros éventail de choix. Et donc ta sélectivité, en fait, elle ne s'applique plus sur les 3-4 personnes que tu as côtoyées dans la semaine, elle s'applique sur potentiellement un très très grand nombre de gens. Donc en fait, je pense qu'il y a un biais avec les applications de rencontres qui paradoxalement n'aide pas les femmes à faire des rencontres. Moi, je le vois bien, mes clientes, en fait, il y a beaucoup de mecs qui disent oui, mais les applis, c'est beaucoup plus facile pour les femmes. Non, moi, je leur rétorque le contraire, en fait. Il y a beaucoup de femmes qui galèrent sur l'appli. C'est pas qu'elles ont un manque de choix, mais c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'hommes. Elles ont une certaine forme de sélectivité qui, en fait, va s'exprimer plus facilement quand tu es derrière ton téléphone. Tu vois, c'est un peu comme la personne qui galère à trouver je vais manger quoi sur Uber Eats ou Deliveroo. Versus ta mère qui te fait à bouffer et t'as pas le choix, c'est ça, et c'est ça, pas autrement. Mais surtout qu'un homme où elle pourrait se dire tiens, lui, il va pas me plaire via l'application, rencontrer dans un événement ou un truc improbable aurait pu faire que la personne aurait pu lui plaire. C'est ça qui est fou. Exactement. Mais parce que, alors, je dirais que les femmes sont de manière générale beaucoup plus sélectives que les hommes, mais ça c'est pas un truc nouveau. C'est juste que cette sélectivité maintenant elle a une plus grande amplitude et en fait tu vois elle vient parce que effectivement comme tu dis tu rencontres quelqu'un, ne serait-ce qu'un collègue de travail ou alors tu vas faire une soirée avec des amis au restaurant, tu danses un petit peu, tu bois quelques verres, en fait la rencontre elle a déjà lieu en fait. Le truc, c'est que t'as déjà vu la personne, t'as peut-être déjà échangé 2-3 mots avec la personne, donc en fait, t'es déjà dans la rencontre, t'es déjà dans l'échange. Alors que l'application, les barrières, elles viennent se mettre avant même de voir la personne, en fait. Ta sélectivité, elle se met en place quand t'es chez toi, quand tu scrolles, et en fait, t'as plein de raisons de dire, ok, lui j'abandonne. Alors puis tu as toujours trouvé un peu une excuse pour dire, c'est jamais suffisant, c'est jamais parfait. Oui, bien sûr. Et en fait, c'est facile de se retrouver à faire 0 ou une rencontre sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, comme je le disais tout à l'heure. Du coup, tu te bases que sur un aspect physique de photo, là où la majorité des gens peuvent te plaire, pas sur leur physique. Non, mais ça c'est vrai. Après, faut reconnaître que moi je trouve qu'en moyenne les mecs sont catastrophiques en séduction. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve. Moi, j'avais partagé des trucs que tu faisais à l'époque avec mes potes, donc plutôt sur l'aspect séduction. J'avais 15, 16, 17 ans. La réponse universelle que j'avais de mes potes, c'était trop chelou de regarder ça. Mais vraiment, le vrai truc. Là où moi, j'ai toujours été plutôt un mec, t'es pas content, c'est ton problème, quoi. Enfin, je m'en fous un peu. Mais j'étais vraiment choqué en mode. Attends, ils essayaient de me créer une gêne. Je dis pas qu'ils essayaient intentionnellement, mais ils essayaient de projeter la gêne sur moi en mode attends, toi t'as besoin de regarder des vidéos de séduction pour séduire. Et moi j'ai toujours trouvé ça, enfin après c'est mon bien sûr le truc, mais pour moi tu ne sais rien à la naissance et t'apprends tout entre temps. Mais il y a rien qui est naturel au sens. Mais ça paraissait peut-être plus chelou. Je dis pas que tes potes avaient raison du tout, parce que en fait, moi je pense qu'ils avaient tort. Très utile ce que je faisais, mais en fait, ça paraissait peut-être plus bizarre pour plein de gens à l'époque, parce que du coup l'environnement était différent. Et en fait, on va dire qu'un mec lambda, un mec moyen, bon, il sortait avec une nana qu'il avait rencontrée au lycée, etc. Tu vois, il était en couple assez tôt. Oui, mais ils avaient pas non plus des vies amoureuses forcément exceptionnelles. Enfin, il y en avait qui avaient des très bonnes vies amoureuses, mais pas tous, quoi. Et ceux qui n'avaient pas des vies amoureuses folles, c'était un refus catégorique d'apprendre le truc. Il y avait vraiment un espèce de... Comment tu vois ce truc-là des gens qui, en fait, voient pas le problème de compétence, surtout chez les hommes. Bien sûr. Bon, chez les femmes aussi, en vrai, ça existe.
Moi, Valorant m'a énormément aidé quand j'avais, je sais pas, 17-18 ans à draguer des mecs. Valorant m'aidait beaucoup à savoir quoi répondre ou autre. Qu'est-ce qu'il te donnait comme... Mais il me disait... Partager ton savoir, Yann, c'était ça. Non, vraiment, c'est des trucs du style attends un peu avant de répondre, des trucs basiques, tu vois, là où... en fait, aujourd'hui, j'ai même plus besoin, aujourd'hui, je suis tellement occupée que ça se fait naturellement, mais c'était en fait, fais-toi désirer, montre que t'es occupée. Enfin, il m'aidait vraiment, et surtout, il m'aidait parce que moi, j'étais tellement impliquée émotionnellement que lui, avec le détachement, il était beaucoup plus facilement envoyé. Enfin, c'était très drôle à l'époque. Occupe ta semaine et t'auras jamais besoin de te poser la question de comment tu gères le rapport de force. C'est vrai. Ouais, tout à fait. Et aujourd'hui, on va dire que vous côtoyez des gens, vous avez plutôt vingtaine, trentaine, c'est ça ? Bon, vous côtoyez du coup des gens plutôt Gen Z. C'est quoi en fait leur vie amoureuse et leur vie sociale ? C'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est mon avis, mais que ça s'est ultra polarisé. T'as un peu 3 grandes catégories. T'as en gros ceux qui vont le plus possible coucher partout, mec comme meuf, hein, tu vois. Donc c'est vraiment avoir ce... Souvent par besoin d'amour d'ailleurs, oui, plus que par besoin c'est pas sexuel, c'est plus ils vont chercher autre chose. Exactement, c'est des besoins affectifs. Il y a vraiment ce truc de il faut que je plaise, il faut que je me fasse valider, tout ce que tu veux. Le deuxième truc, c'est le couple, je veux me mettre en couple pour être protégé, quoi, en gros. Et t'as je galère, voire même j'ai abandonné, quoi. Il y a vraiment des gens, ils ont presque abandonné le truc. Et ce qui est ouf, c'est que Sixine me disait un truc la semaine dernière que je trouvais vachement malin, qui était CMS te dit, on revenait de chez un client, CMS te dit combien de voitures rouges on croise dans la route, tu vas être capable de me dire. Si je te le dis pas, tu vas pas être capable de me dire. C'est la même chose avec les opportunités. Si je te dis cherche les opportunités, tu vas réussir à les trouver. Si je te dis les cherche pas, tu vas pas les trouver. Exactement. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette case-là de... je vois même pas qu'en fait, je sais pas, j'étais à un événement, je parlais avec une meuf, j'ai même pas vu que cette meuf-là pouvait être potentiellement intéressée ou intéressante, tu vois. Je te dis, c'est fou, tu vois. Enfin, moi, c'est ça les retours que j'ai le plus. Toi, Sox ? Moi, c'est à l'inverse. Je côtoie plus des gens dans la trentaine, donc plus la Gen Z. Et c'est souvent des gens qui se sont mariés trop vite, trop tôt, et ont eu des enfants et qui ne sont plus du tout heureux aujourd'hui. Parce que plus par conformisme de la société, il fallait que je me marie, que je suive le truc logique, mais en fait, de jamais vraiment se poser sur ce que eux... Enfin, qui eux ils étaient, ce que eux voulaient, comment ils projetaient leur avenir, et aussi la majorité pour moi des hommes n'ont pas vraiment confiance en eux avant 30 ans. Il y a peu d'hommes qui ont sincèrement confiance en eux, et ces hommes-là l'ont travaillé ou ont fait des choses qui ont fait que. Et du coup c'est dans leur trentaine quoi. Et du coup t'arrives à mettons 35-40 ans, t'as beaucoup plus confiance en toi, tu sais ce que tu veux, normalement tu gagnes plutôt bien ta vie. Et tu réalises qu'en fait, la personne avec qui tu partages ta vie, c'est pas du tout celle en fait, avec qui tu aurais dû être ou avec qui tu voudrais être. Et j'en ai énormément que je croise comme ça, et qui se retrouvent avec des enfants et peut-être pas heureux. Ouais, bien sûr. Ça devient de plus en plus normal. Là où une époque, par exemple, c'était bizarre d'avoir des parents divorcés, maintenant c'est tout à fait normal. Ouais, c'est clair. Là maintenant, en fait, c'était plutôt normal d'avoir une relation très longue dans ta vie, puis après éventuellement une deuxième. Là, c'est beaucoup plus normal d'avoir plein de chapitres en fait. En fait, maintenant les gens ils voient leur vie amoureuse un peu par chapitre. Ok, bon là j'ai un mec, j'ai des enfants avec. Ok, donc chapitre d'après, qu'est-ce que c'est, etc., etc. Donc on va sur des histoires plutôt en série. À mon avis, le modèle de la grande histoire, tu vois, qui dure toute une vie, même si on peut toujours se dire ouais, j'aimerais rencontrer quelqu'un. Moi, j'y crois pas. En fait, c'est pas vraiment la réalité des gens aujourd'hui. Moi, j'y crois en fait. Moi, j'ai envie d'y croire et je suis en couple et très heureux. Et j'arrêterai demain matin, mais je pensais pas que ça pouvait être toute la vie. Alors, je veux pas insulter le futur, on sait jamais ce qui peut se passer, tu vois. Mais je sais pas, je trouve ça très étrange, alors peut-être que c'est que moi, mais je trouve ça très étrange l'idée que tu en couples sérieusement avec quelqu'un en te disant ça a une date limite, je sais pas laquelle, tu vois. Non, mais c'est pas que ça a une date limite, c'est que tu te dis que il y a plus de probabilité que tu sois plus avec la personne que tu sois avec la personne. Donc en fait, t'es lucide, ça veut pas dire que tu vas vouloir quitter la personne, c'est juste que t'es lucide, que t'es avec elle plus pour fonder une famille, mais qu'un jour ça peut arriver que tu croises une autre personne qui te plaise ou autre, plutôt que de te dire tiens, je dois absolument rester avec la même personne toute ma vie, quitte à être malheureux, on est vraiment tous les deux malheureux, on s'auto-détruit. Le fait d'avoir l'opportunité que tu penses que ça va pas être le cas, t'as même plus limite envie de rester avec la personne que si tu t'es bloqué dans un truc où en fait t'as pas envie. En fait, les deux sont valables, c'est-à-dire que t'as cette proba, et moi souvent j'ai des clients au téléphone, oui mais alors est-ce que tu penses vraiment que je devrais, tu vois, ils vont me poser des questions qui sont assez existentielles. Est-ce que je devrais me mettre en couple avec elle ou avec lui, est-ce qu'on devrait avoir des enfants, où il y a forcément... Non, toi t'en sais rien en plus. Il y a une peur, non mais ça, alors après moi je peux les aider. Mais non, le type il conseille fais des gosses, le mec fait des gosses en fait. C'est toi le rarement démographique en fait. C'est-à-dire que les gens vont m'appeler pour une aide à la décision. C'est-à-dire que toi quand tu dis bon ok là, je sais pas quoi faire, je suis bien avec cette personne, mais qu'est-ce que je fais, etc. Des gens ont peur en fait, et ils vont avoir besoin d'une grille de lecture qu'ils vont pas forcément avoir. Oui, mais comme c'est irrationnel. Non, mais pour le coup, je suis d'accord, c'est hyper utile. Je ne leur dis pas fais des enfants, fais pas d'enfants, c'est pas ça, mais tu vois, c'est un questionnement. Je vois que les gens en fait ont des freins. Et tu vois, se posent des questions parce qu'ils disent voilà, est-ce que c'est la bonne personne, etc. etc. Donc, je sais plus où je voulais en venir avec ça. Tu disais que. Non, oui, en fait, je disais que les deux étaient possibles. C'est-à-dire que oui, la probabilité, par exemple, c'est très bien, tu vois, si t'es en couple aujourd'hui et que t'es super heureux et amoureux, c'est génial. La probabilité pour que tu sois encore avec cette personne dans 10 ans,
on pourrait la calculer, mais c'est pas 90%, c'est pas 80%, c'est pas 70%, c'est moins. Mais en même temps, tu vois, ça n'invalide pas le fait que toi, tu as envie de vivre ton histoire, que ton histoire va être géniale et que tu peux l'emmener le plus loin possible. Bien sûr, mais je crois, en fait, c'est surtout ce que moi, là où je suis en désaccord avec ce que dit Sixine, c'est que je crois que ça se travaille. Et dans la bulle mentale dans laquelle tu te mets. C'est-à-dire que je crois beaucoup à une forme de discipline aussi. Oui, ça oui. C'est-à-dire que typiquement, c'est con, mais je vais pas aller. Je sais que je suis ça parce que j'ai un pote qui m'avait dit ça il y a genre 2-3 mois, ça m'avait choqué en disant mais moi je garde quand même, j'aime bien l'idée quand même de garder un peu le côté flirt et tout, alors qu'il est en couple sur. Bah, moi non, en fait. Je m'autorise même pas ce truc-là. Et en fait, le fait de même pas m'autoriser ce truc-là fait que de toute façon, je me pose même pas la question, je crée un état de fait, tu vois. Et de l'autre côté, je pense qu'il y a aussi une question d'hygiène de relation où le manque de courage dans des relations one-to-one est gigantesque. Les gens il y a deux choses qui jouent en fait. T'as ce qui se passe à l'intérieur de ta relation. Ouais. Toi, t'es acteur et ton partenaire, ça pourrait être un mec, j'en sais rien, mais tu vois, vous êtes acteur de l'intérieur et t'as ce qui se passe à l'extérieur en fait. T'as le contexte extérieur. Donc t'as des pressions extérieures. On va dire que aujourd'hui, le modèle n'est plus le même que celui de nos parents, par exemple. Non, ça c'est sûr. Ça, je suis très d'accord. À l'époque, t'avais vraiment comme un moule. Tu vois, où on te coule dans ce moule et tu vas par là et tu vas par là, tu vois. Et des contraintes sociales si tu le faisais pas. Exactement. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de comportements qui se normalisent, il y a beaucoup d'alternatives, et donc ce qui fait que, en fait, l'extérieur ne t'aide pas, tu vois. Comme un moule le ferait, en fait, à te dire, tu vas rester dans cette direction. Ce qui a des avantages et des inconvénients. Non, mais c'est vrai. Mais en fait, c'est plus que le côté moule et tout, je pense qu'il s'est fait aussi effectivement éclater la gueule par la réalité en fait. C'est-à-dire que tout le monde a voulu tenir un moule et en fait au moment où la société a rendu les individus suffisamment libres pour pouvoir prendre leurs propres décisions, les gens se sont taillés alors que ce qui les maintenait c'était pression économique, pression familiale. C'est une question intéressante, c'est est-ce que tu es plus heureux, est-ce que les gens de manière générale sont plus heureux sans aucune structure, ou est-ce qu'ils sont plus heureux quand on les envoie dans une direction, on leur impose quelque chose de manière inconsciente, mais c'est une bonne question. En tout cas, on voit aujourd'hui dans les chiffres que les gens globalement sont pas hyper heureux. Ouais. Tu vois, les chiffres que j'ai dit sur la solitude, les gens en souffrent, tu vois. C'est ça que je trouve fou en fait, justement. C'est justement ça que je trouve fou. C'est que, à titre personnel, j'ai toujours souhaité justement le fait qu'on pète un peu les structures et qu'on laisse les gens libres et responsables de leurs trucs. Pour être très franc, moi, globalement, ça me plaît plutôt bien. La situation dans laquelle on est aujourd'hui, où les gens sont plus libres, où t'as pas de compte à rendre à ta famille, c'est X ou Y. Moi, je préfère cette vie-là. Force est de constater qu'effectivement, les gens ont l'air quand même vachement moins heureux. Il y a beaucoup de gens qui veulent un peu de structure, ou qui veulent des modèles. Donc je pense qu'on est dans une époque un peu transitionnelle, où il y a plein de choses qui bougent. Ça bouge trop vite. Tu vois. Dématérialisation des applications de rencontres, des rencontres, les téléphones portables, plein de nouvelles façons en fait, d'utiliser ton temps qui apparaissent, plein de nouvelles formes de couple. Tu vois, on va de plus en plus vers des contrats de couple. Polyamoureux, relations libres, machin. Enfin, tu vois, maintenant, si tu vas sur une application de dating, quelle qu'elle soit, tu vas vouloir définir ce que tu veux. En fait, c'est plus juste, je cherche quelqu'un. T'as une déclinaison de 30 possibilités différentes. Est-ce que ça a pas toujours curieux. Non, mais est-ce que ça a pas toujours existé? En fait, c'est juste qu'avant, c'était juste caché et pas admis par la société. Mais il y avait déjà avant des relations polyamoureuses. Oui, bien sûr. En fait, les êtres humains n'ont pas véritablement changé. C'est-à-dire que, par exemple, le besoin d'aventure, le besoin de variété, il existait déjà avant. C'est juste qu'en fait, au lieu de s'incarner avec un contrat de couple, on va dire, on est un couple libre, donc on peut faire des rencontres à côté, mais elles vont se passer comme ci, comme ça. Avant, les gens avaient plutôt tendance à être infidèles. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'être humain, il a pas foncièrement changé. C'est juste le cadre que... Comment on va donner lieu à ça en fait? J'ai oublié comment s'appelle le mec, je crois que c'est Comolli ou un truc comme ça dans les cahiers du cinéma. Il avait dit en gros un truc que je trouve brillant, j'ai l'impression que je le répète à chaque fois toutes les sauces, mais c'est en gros les conditions de production, les moyens de production vont avoir un impact sur l'idéologie des œuvres produites. Donc si tu produis des trucs à Hollywood, globalement on va te balancer plutôt des récits capitalistes. Si tu produis via TikTok, vu que c'est des conditions de production ultra limitées, on va plutôt baser sur l'authenticité. Et du coup, d'un côté, ce qui va faire plaisir, c'est des grands trucs un peu Jurassic Park. De l'autre côté, tu vas avoir des trucs plutôt authenticité, les situations qui fait un, Get Ready With Me, tu vois, en gros, je la fais très courte. Mais je pense que t'as la même chose en fait avec la technologie. C'est-à-dire que la technologie, le fait de rendre abondant, ça change potentiellement idéologiquement les styles de couple que tu as envie d'avoir, tu vois. Parce que tu te dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Là où cette pensée-là, qui du coup peut modifier ce que tu penses, ça n'existait pas à l'époque où t'étais... C'est vrai que c'est le pourquoi pas. En fait, je peux le faire. C'est ça qui change tout. C'est le fait que tu sais que ça... c'est le fait que tu sais que ça existe. Parce qu'à l'époque, nos parents, c'était... Tu vas te marier pour la vie, etc. Enfin, être fidèle, il n'y avait pas d'autre choix possible, quoi.
Et ton pourquoi pas, il vient d'un modèle en fait. Donc toi, disons que pour ma génération, les millennials de manière générale, ton modèle c'est globalement tes parents, tu vois. Mais en fait, comme on est dans une étape de transition où tout change assez vite, tu vois, par exemple, il y a l'arrivée de l'intelligence artificielle, on voit arriver tout à coup que ça vient de se mélanger dans les rencontres, qu'il va y avoir la réalisation concrète du film Her, tu vois, de Spike Jonze. Putain, oui, c'est vrai, j'ai zappé ce truc-là. Non, mais c'est super intéressant. Mais en fait, comme ça bouge, en fait, t'as pas de modèles en fait qui vont. C'est plus difficile d'avoir des modèles qui émergent en fait, en disant ah oui, je veux ça, tu vois. Tu peux dire. Donc à mon avis, quand les choses elles vont un peu moins bouger, on va voir réapparaître. Enfin, tu vois, ça va se sédimenter un peu, et peut-être qu'on va voir des choses qui vont disparaître et des choses qui vont rester. Non mais c'est vrai, et puis le truc de Her, moi j'ai envie de dire que l'humain se laisserait jamais tenter par ça. Je pense pas du tout. Je suis convaincu que ça va être un gros truc et que ça va vraiment exister et ça va exister à l'échelle. Et ça me fait moi ça me fait super flipper parce que du coup tout être humain devient décevant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Et je me demande en fait où est-ce que En tout cas, les intelligences artificielles sont suffisamment douées en fait pour se situer du point de vue de la rencontre. Moi, j'observe pas mal ce que les gens font, aussi bien les femmes que les hommes. Déjà, il y a déjà beaucoup de gens qui vont utiliser une IA pour répondre à leur place dans les messages. Wow, et c'est tellement intense. Ce qui fait que, mais homme comme femme, c'est-à-dire que bon, tiens, il m'a dit ça, je le mets dans ChatGPT par exemple, et ChatGPT va, tiens, fais-moi une réponse un peu piquante, fais-moi une réponse un petit peu pour le bloquer, tu vois. Et en gros, les gens se servent de ça. C'est énorme en vrai. Ouais. Je sais pas si vous en aviez conscience, mais. Non, pas du tout. Non, plus tout, non, je t'avoue. C'est tellement énorme, c'est-à-dire que du coup, tu pourrais arriver à un stade où c'est une IA qui. Et les gens, en fait, ce qui est assez bluffant, c'est que les IA sont assez fortes pour produire des réponses où la personne en face, en fait, ne se rend pas compte. Et ça me paraît logique en même temps. Ça me paraît tout à fait logique quand on regarde que globalement les gens, moi c'est toute ma thèse sur tout le travail que toi t'as accompli depuis 10-15 ans, c'est qu'en fait les gens n'ont même pas conscience de 1% de ce que toi t'as créé comme contenu éducatif, et donc du coup ils sont complètement sur la surface en fait du sujet. Donc si jamais ils ont des réponses on va dire relativement banales, en plus je pense même que l'IA peut être bien meilleure que ça, mais même des réponses relativement banales, il y a plein de gens pour qui c'est l'horizon indépassable des rencontres, ce truc-là, tu vois. Et je rebondis sur un truc, je pense aussi que les gens sont de plus en plus décevants parce qu'ils manquent de créativité. Parce que comme ils sont constamment, leur cerveau est constamment occupé en train de faire quelque chose. Sur du short terme. Sur du short terme. Ouais. Et en plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les moments où tu pourrais être seul, tu étais automatiquement sur ton téléphone. Dans le métro, tout le monde est sur son téléphone. Tout le temps. Même dans la rue. Et en fait, c'est toujours les moments où tu prends ta douche, ou que tu es le matin en train de te réveiller, ou le soir en train de te coucher. C'est là où tu as toujours plein d'idées qui t'arrivent, parce que c'est là où tu es en fait en train de rien faire d'autre. Ouais, bien sûr. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, même les gens dans les propositions de messages qu'ils envoient, de dates ou autres, sont pas créatifs. Donc en fait, les gens sont toujours déçus à chaque fois des rencontres qu'ils font, parce que déjà les gens sont pas à l'aise d'écrire aux autres, parce que comme en plus sur les réseaux sociaux, tu passes ton temps à te comparer, du coup ils ont moins confiance en eux. Et au moment où ils agissent, et comme ils doutent et qu'en plus ils n'ont pas de créativité, forcément que ce soit même femme ou mec, tu trouves moins de choix de gens qui pourraient te correspondre, quoi. Le truc qui a disparu, c'est avant les gens s'ennuyaient plus facilement. T'avais moins de possibilités. T'avais pas un TikTok ou un Insta pour t'occuper dès que t'avais 5 minutes, tu vois. Donc les gens s'ennuient beaucoup moins, ils sont beaucoup plus occupés sur le téléphone. Mais ce temps d'ennui, il était nécessaire avant, puisqu'en fait de cet ennui-là vient une sorte de frustration qui te fait sortir de chez toi ou qui te fait appeler un pote pour aller boire un coup, etc. Et donc fatalement, tu te retrouves dehors ou tu te retrouves avec quelqu'un. Ou alors, si tu le fais pas, tu vas ouvrir un bouquin, tu vas regarder une œuvre. Enfin, tu vois, tu vas aller au musée. Tu te forges ta personnalité. Et ça, en fait, ça, exactement. Et ça va se retranscrire quand tu parles à la personne, puisque du coup, tu as des trucs à raconter. Du coup, aujourd'hui, il y a un appauvrissement, en fait, dans les discussions des gens. C'est vrai, hein. C'est fou. Mais je me fais une réflexion suite à ce que tu as dit, c'est que tu vois, parce que là on est vraiment au début du phénomène en fait. Si les IA prennent de plus en plus de place et qu'on voit de plus en plus de faux profils, de plus en plus de fausses réponses, de plus en plus de virtual assistants et trucs comme ça, les gens vont peut-être être gonflés par ça et on va peut-être voir un retour à quelque chose de... En tout cas, moi je pense que la prochaine génération d'applications de rencontres, à mon avis, elle va mettre l'accent sur l'authenticité où ils vont chercher à faire quelque chose qui te garantit que tu es bien en train de parler à quelqu'un ou que tu as bien... Je sais pas si ça passera par de la vidéo, je sais pas si ça passera par du son, j'en sais rien, mais... Non, mais c'est une bonne question. Moi, je crois aussi que tu peux réussir à hacker un peu le truc avec, notamment, on va dire vraiment le côté soirée, événement, tous ces trucs-là. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde... T'as effectivement moins de boîtes de nuit, moins de soirées, tout ce que tu veux. En revanche, t'as quand même des événements qui font ça le comble, des festivals de musique, des soirées professionnelles, chacun dans sa thématique. On parlait des communautés sportives ou loisirs. Il y a quand même, on sent qu'il y a quand même un retour de ce besoin de communauté. Moi, j'avais même pondu une vidéo YouTube, c'est la seule vidéo essai que j'ai faite sur ma chaîne et qui avait d'ailleurs plutôt bien marché. C'était Vivons-nous la fin de l'individualisme,
où je disais en fait, il y a un moment ou un autre, on va arriver à un stade où les gens vont bien se rendre compte qu'ils sont malheureux parce que plus ils vont aller essayer de conquérir de la liberté, plus ils vont se retrouver à être en fait seuls parce que tout le monde va s'en foutre d'eux. Et ils vont comprendre, et nous c'est un des trucs qui nous importe le plus dans notre boîte au Crayon, ils vont comprendre qu'être collectif c'est littéralement la base du bonheur, tu vois. Ouais. Et ça, moi j'y crois beaucoup, et c'est pour ça qu'en fait tout ce qu'on a sur le côté app de rencontre, sur le côté IA, le côté réseaux sociaux, tout ce que tu veux, à la fin, ça nous éloigne quand même toujours plus de ce qui structurellement nous rend heureux, c'est-à-dire un câlin, se marrer, je sais pas, avoir une conversation passionnante. Oui, mais en même temps, tu vois, recevoir des messages ou un message de mec ou de meuf que t'aimes bien, ça te fait un pic de dopamine qui est aussi hyper agréable en fait. Mais c'est parce que tu aimes bien la personne. Et pour bien l'aimer, il faut que normalement t'es quand même. Oui, c'est ça. Ah, d'accord, c'est vrai. Non, mais toi, tu penses qu'il va y avoir un sursaut. J'espère, en tout cas. Moi, en fait, c'est con, mais nous, on analyse beaucoup de choses. Alors, c'est un peu notre biais, ce qu'on disait tout à l'heure. En même temps, vous êtes proche aussi, de par votre connectivité, de par le fait que vous êtes jeune, vous êtes proche aussi de qu'est-ce qui se passe, en fait. On est proche de plein de communautés en ligne, mais qui fait déborder un peu le réel. Et nous, ce que moi, je vois, en tout cas, c'est que tout ce qui se passe autour du communautarisme qu'on peut retrouver dans des religions, qu'on peut retrouver dans des clubs de foot, qu'on peut retrouver dans des trucs comme ça, tu vois qu'il y a quand même un retour au groupe, quoi, en fait, au groupe plus choisi. C'est-à-dire, en fait, j'ai choisi ce groupe-là, j'ai choisi ce groupe-là. Et ça, je pense que ça va revenir parce que les gens se disent, ok, en fait, je pense qu'ils se sentent, alors ça c'est le côté relation seul, mais ils se sentent aussi fragiles, je pense. Tu te dis, si t'as un gros problème aujourd'hui, qui t'aide? Et je pense qu'il y a plein de gens dans les gens qui disaient, ils me rencontrent une ou deux personnes par mois. Bien sûr. Si ils ont un problème, c'est con, mais l'État fait un truc horrible contre eux, ils se plaignent auprès de qui? Bien sûr. Beaucoup de proches pour les soutenir, tu vois, ces gens-là. Bien sûr. Et oui, il suffit qu'il y ait un Covid ou un truc comme ça où tu te retrouves. C'est là où finalement, en fait, où tu peux te contenter de cette vie et tu te rends compte, en fait, quand t'as un événement majeur comme ça, tu te rends compte que finalement, en fait, j'ai pas assez d'amis, ok, il faut peut-être que j'élargisse mon cercle social, quoi. Moi, je pense que c'est intéressant. Mais là où en fait, tu vois, moi mes clients, ils ont plutôt, on va dire, la moyenne d'âge c'est plutôt 35. Okay. 35, 40. Mes clientes surtout. Ton âge à peu près. Ouais, hein? C'est à peu près ton âge. C'est à peu près mon âge, j'ai 39 ans. Et en fait, c'est ce qui est valable par exemple pour quelqu'un de 24 est moins valable pour quelqu'un, on va dire, de 40 parce que finalement ton contexte n'est pas le même. En fait, souvent, mes clients ou mes clientes, en fait, ils ont déjà eu une vie amoureuse avant, ils ont peut-être déjà des enfants, là beaucoup ont déjà des enfants, et en fait leurs amis sont en couple, donc en fait tu vois ils sont encore un peu plus isolés, tu vois ce que je veux dire? Je savais pas ça. Oui, je très bien. Il y a un truc que les gens doivent prendre conscience de ça, et c'est pour ça que c'est archi important en fait de mettre en place des stratégies, même si vous n'aimez pas le mot, pour développer son cercle social, parce que quand t'arrives, quand tu passes ton bac, t'es au lycée, au collège, t'as pas de problème, t'as pas cette question à te poser, t'as un afflux de personnes au quotidien, en fait, t'as ton groupe d'amis, etc. Mais en fait, ça va s'appauvrir au cours de la vie. C'est-à-dire que là où t'auras le plus, on va dire, de rencontres naturelles dans ta vie, je dirais que c'est autour de la vingtaine. Études supérieures, quoi. Lycée, études supérieures, voilà, t'as plein d'énergie, machin, ça buzz de partout. Et en fait, quand tu commences à glisser vers les 30 ans, en fait, c'est pas du tout, t'as rien en fait qui va venir t'aider à enrichir ton cercle social. Et tu dois devenir toi, en gros, acteur en te disant, ok, bon, comment je me fais des amis? Mais cette question-là, tu te la poses pas quand t'as 24-25. Tu te dis pas, c'est bizarre de se dire, comment je me fais des amis quand t'as 22-23. À moins d'être une personne qui est un peu isolée pour telle ou telle raison. Un peu timide, un peu introverti, ou je sais pas, qui a des goûts particuliers. Mais sinon, normalement, en fait, ton cercle social, il est irrigué, en fait, par tes déplacements, par je sais pas, t'as ton premier job, ton deuxième job, donc ça s'irrigue. Mais à un moment donné, le robinet se ferme. Et c'est parce que les gens commencent à se concentrer sur leur famille. Et ton cercle social, en fait, il diminue. Mais petit à petit, tu t'en rends pas compte. Tu as un pote qui part à l'étranger. Bon, ça fait un de moins. Tu as un autre pote qui se met en couple. Puis finalement, il va couper un peu son cercle social de lui-même, etc., etc. Et en fait, je regarde un petit peu chez mes clientes. Elles ont une difficulté pour trouver une amie avec qui sortir. Tu vois, c'est des problématiques comme ça. Très bien. Que tu te poses pas cette question quand t'as 24, ça te paraît... Oui, parce qu'en fait, les majorités des gens sont en famille, donc avec leurs enfants et tout, donc en fait, ils sont plutôt en train de faire des trucs de célibataires, en fait. Exactement. Et en fait, quelqu'un de 25 se posera pas la question, tu marches dans les rues de Paris, tu vois, par exemple, en pleine semaine, un mardi soir, alors qu'il fait 4 degrés, t'as plein de gens dans la vingtaine qui sont dehors sur les terrasses. La question se pose pas, en fait. Les gens sont là, ils vivent, tu vois. Est-ce que tu vois des gens de 40 ans sur les terrasses en groupe? Non, il y en a pas, ça n'existe pas. Non, c'est vrai. Non, mais ce que tu dis est très, 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 très juste parce que je pense que c'est là où tu as un point névralgique, à mon avis, de ce sentiment de solitude, où c'est un peu cette limite de l'individualisme. Et je pense que c'est d'ailleurs aussi les stats des apps de rencontre, où je crois que c'est 50-60% des couples de 2024 formés qui sont sur les apps de rencontre, ce qui est juste insane. Enfin, moi, je trouve ça insane. Je pense qu'en fait, c'est parce que j'ai pas la stat pour le coup là-dessus, mais je pense qu'en fait, c'est parce que c'est beaucoup de gens qui sont en fait au-dessus de la trentaine dans ces catégories-là. Bien sûr. Et pas du tout en fait des gens de notre âge comme on aurait pu penser. Il y a forcément un peu des deux, mais c'est vrai que je pense que ce problème se révèle plus en fait passé 35.
Et moi, en fait, dans mon travail, en gros, je réapprends aux gens. Des fois, c'est un truc, parce que je dis à mes clientes, je fais, OK, on va réapprendre à faire des rencontres. Et elles se disent, mais c'est impossible, comment je vais faire sans application de rencontre? Mais je leur dis, mais attends, tu sais comment faire? Parce que regarde, en 2010, en 2005, en 2000, j'en sais rien, tu l'as fait. Tu as eu ce moment dans ta vie où tu n'avais pas d'application de rencontre, puisqu'avant 2010, elle n'existait pas. Et pourtant, tu savais faire des rencontres. Et aujourd'hui, les gens ont quelque part, ils ont Alzheimer, ils ont oublié qu'ils arrivent à aller quelque part, à parler à quelqu'un, à sociabiliser, etc., etc. Je comprends très bien. Il faut réapprendre à le faire. Et du coup, c'est quoi un peu les grandes lignes? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même vraiment une question de logique comportementale en mode genre... Ouais. En fait, tu as plusieurs choses. Tu as des compétences que tu vas développer, mais tu as aussi ton agenda. Donc moi, je pars de l'agenda. Je dis, OK, on va regarder ce que tu fais concrètement sur une semaine, et moi, je vais te proposer un agenda alternatif. Où je leur lance des micro-challenges, des micro-missions. Je dis, OK, cette semaine, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Tu vas aller tester une nouvelle activité qui va se passer autour d'un groupe. Tu vois, je sais pas, théâtre d'impro, ou j'en sais rien. Tu vas aller dans un cours de langue, d'une langue qui te fascine. Et en fait, je pousse les gens déjà dans des contextes où déjà ils sont obligés d'être entourés. C'est la première étape. Et après, une fois que tu as créé ces contextes-là, il va y avoir le côté, OK, maintenant concrètement, qu'est-ce que je dis à la personne? Comment je passe d'une conversation, on va dire, type small talk à une conversation qui va être beaucoup plus intime? Et là, c'est là que tu vas travailler sur des compétences précises, en fait. Ouais, je comprends très très bien. J'étais ce week-end à Reims avec des amis, et il y a, on était à 4 mecs autour d'une table et tout, et il y a une meuf à côté, 42 ans, je pense, un truc comme ça, et qui, on sait pas trop ce qu'elle fout à côté de nous. Moi j'étais là, il y avait mon pote qui était là, et elle, à côté de mon pote, elle fait tomber un mouchoir. C'est une cliente à moi, ça. Non, mais en vrai. Peut-être. Et elle lâche un truc du genre, ah non, mais je ramasse juste mon mouchoir, je vous fais pas une demande en mariage, tu vois. Elle dit ça à mon pote. C'est énorme. Excellente phrase. Celle-là, on va la faire. Elle est énorme. Excellente phrase. Elle est excellente énorme, phrase. ça. Mon pote répondant, il est en couple, mais il répondait de manière marrante, tu vois, en disant, c'est dommage parce que j'aurais probablement accepté, tu vois. Un truc un peu, il est très bon. Il est très bon. Et après, elle allait aux toilettes, ce que tu veux, elle a fait sa live, elle est repartie, elle est allée filer son numéro à mon pote juste après, tu vois. C'était qui, c'est Gaspard? Carrément. Et j'étais en mode, waouh. Ok, ça c'est très réussi ça. Ça devient rare aujourd'hui. Mais je sais, mais c'est tout mon sujet. Elle a osé, oui, mais en même temps, venant d'une femme, c'est plus facile. Un homme seul avec 4 filles, ça me dit. Moi j'étais toujours avec les trois mêmes potes, donc on est toujours 4 à partir toujours en vacances. Il y avait toujours une fois dans les vacances, un mec qui venait nous draguer. Mais il faut oser. Parce qu'il y a plein de mecs qui nous regardaient, t'es 4 meufs. On était plutôt, en plus, pas trop moches, etc., de style hyper différent. Donc t'avais toujours un mec qui pouvait nous regarder. Mais il y avait très peu de mecs qui osaient vraiment, parce qu'il faut avoir des couilles. Alors quand t'es une femme, tu vas parler t'es plus âgé, tu vas parler à des petits jeunes, c'est très bien qu'ils vont jamais te dire casse-toi meuf. Non, genre enfin non. Est-ce qu'une meuf a déjà dit? Au pire des cas, il te dit. Est-ce qu'une meuf a déjà dit casse-toi? Non, mais elle peut te regarder. Non, mais elle peut te regarder en étant. Personne dit casse-toi. En fait, ça c'est ce truc. C'est vrai, mais tu peux regarder de manière beaucoup plus étonnée et hautain quand t'es une femme qu'un homme peut être que agréablement surpris. Parce qu'à la base, il a moins de choix que la femme. Non, mais je comprends. Mais moi, j'ai abordé plein de fois dans ma vie, je ne me suis jamais pris un casse-toi. Parce que la femme, oui, mais parce que la femme, si tu le fais bien et que t'es pas trop moche, la femme est très contente. Non, mais si tu le fais juste ne serait-ce que respectueusement. Oui, non, bien sûr. Ouais, non, mais ça, c'est une peur un peu irrationnelle, aussi bien chez les hommes à l'époque, quand je commençais à travailler avec les hommes en 2010. Ah non, mais je sais pas quoi dire, et si je dis ça, que je me fais rejeter, ou que déjà de se faire rejeter. En fait, même te faire rejeter, à la limite, déjà à l'époque, on va dire que ça se faisait, mais tout en douceur, tu vois. Puis se faire rejeter, veut pas dire que la personne. C'est gentil, merci, mais j'ai un mec. Enfin, tu vois, c'est pas un rejet. En fait, en réalité, il va rien t'arriver de difficile. Mais ce sur quoi je voulais rebondir, ce qu'a dit Sixtine, c'est en fait, aujourd'hui, les hommes abordant moins. Bah du coup les femmes en fait par système parce que la rencontre doit se faire. Ouais, je suis d'accord. L'espèce doit se reproduire, tu vois. Je suis d'accord. L'espèce de survie. Non mais c'est vrai. Et donc si dans un contexte où les hommes vont moins aborder, on verra que les femmes vont plus aborder. C'est le cas dans des pays au Canada, etc. C'est déjà le cas. Allemagne, Scandinavie, Hollande, etc. Ou alors dans des contextes où en fait la population est répartie différemment. Moi je reviens d'un voyage aux Émirats et qu'est-ce que je vois aux Émirats, c'est qu'en gros on va dire qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes et il y a beaucoup plus de jolies femmes. On va dire attractives, qui font attention à elles, que d'hommes stylés. Et donc en fait, de manière très générale, on voit une petite... tu vois déjà dans les comportements non verbaux, tu vois un rééquilibrage. Où là, quand t'es un homme et que tous les gens que j'ai croisés se sont fait la remarque, tous les hommes avec qui j'ai pu discuter, ils marchent dans la rue et 98% des femmes les regardent. Quand ils marchent dans la rue à Paris,
1% ou 2% des femmes les regardent. Tu vois, le contexte est très différent. Bon, il y a un contexte de sécurité aussi qui fait que les comportements des gens sont différents, mais en fait, c'est un vrai sujet aussi. C'est un système de vase communicant en fait. Ouais, ce que tu dis est très juste là-dessus. On dit où effectivement, plus la place publique est un endroit où les gens se sentent en sécurité, plus ça facilite la rencontre. Plus déjà ils vont faire spontanément ce qu'ils ont envie de faire. Ouais. C'est-à-dire que bon, c'est vrai que je comparais par exemple Dubaï à Paris. Si t'es une femme, que tu te balades à Paris, t'es une femme, je sais pas, dans la trentaine, et que tu commences à regarder tous les mecs que tu croises, à un moment donné tu vas tomber sur un os, il y a un mec qui va venir te faire chier. C'est sûr. Tu fais la même chose aux Émirats, non, ça va jamais arriver. Ouais. En fait, c'est pour ça que je disais qu'il y avait ce côté sécurité qui jouait également quand même, qui permet de libérer en fait des comportements que t'aurais pas eu dans d'autres contextes. Ouais. Non, je suis d'accord avec ça. Il y avait un truc, j'ai pas forcément envie de revenir sur le fond, enfin sur la forme du sujet parce que c'était pas le truc, mais il y avait eu ce truc qui avait beaucoup fait parler de Marion Séclin qui disait en gros que aborder dans la rue c'était en gros problématique, tu vois. Truc avec lequel moi je suis pas du tout d'accord, et pour l'avoir fait plusieurs fois, jamais eu le moindre problème et jamais personne qui s'est senti brusqué de ça. Comment tu regardes ce truc-là? Parce que moi j'ai l'impression que c'est presque la base du courage en fait. Moi en tout cas je l'ai vu comme ça quand j'étais beaucoup plus jeune. C'était vraiment, je l'ai vu comme mes premiers actes héroïques, tu vois. Alors disons qu'aujourd'hui c'est pas quelque chose que les gens vont faire de toute façon. C'est vrai qu'à l'époque, en fait, on peut comprendre aussi ce ressenti-là, tu vois. Comme quand t'es dans une ville comme Paris où si une nana, je sais pas, elle veut passer un peu la journée dehors et qu'il y a 10, 15, 20 mecs qui viennent lui parler, effectivement on peut comprendre que t'en as un peu gros sur la patate au bout d'un moment. Mais on va dire que disons que ce que toi tu pourrais appeler ça un acte héroïque, en fait la limite elle est descendue maintenant. Si par exemple tu es dans un café et que tu demandes excusez-moi, vous auriez pas un chargeur d'iPhone, j'ai oublié le mien, bah ça c'est déjà un acte héroïque aujourd'hui en fait, tu vois, le seuil a descendu, tu vois. Parce qu'à l'époque les gens avaient plus l'habitude de parler aux gens pour un oui ou pour un non, bonjour madame, ça va bien, ok je peux m'asseoir là, etc. Donc là maintenant moi c'est des micro-challenges que je donne à mes clientes où je dis ok, bon bah aujourd'hui tu vas faire ça, tu vas peut-être utiliser un prétexte, un peu comme ton histoire de mouchoir. C'est dingue, moi j'ai vu ça, j'étais en mode wow, c'est ouf. Mais ça c'est pas nouveau en fait. C'est des clientes. Très non, bon, c'est pas de mes clientes, mais c'est que ça se faisait déjà dans des époques on va dire lointaines. Je sais plus exactement lesquelles, peut-être 17e, 18e, j'en sais rien, où en fait une femme elle va pas aller aborder un mec comme ça, c'est pas socialement ça ne se fait pas, mais par contre elle peut laisser tomber son mouchoir ou son écharpe. Et qu'est-ce qui se passe si elle fait ça? Il y a un mec, c'est de son devoir en fait de faire preuve de chevalerie, d'aller le ramasser et tac, on est en train de parler. Ça c'est quand même énorme cette astuce du mouchoir. M'en remets pas moi. Ouais, bah, tu donnes des conseils d'astuces, enfin tu donnes des astuces à tes clientes. Bien sûr, mais tu peux le dupliquer avec un milliard de trucs. En fait, le mouchoir c'est presque, tu vois, c'est presque acrobatique en fait. Mais tu peux juste demander, on va dire, tu vas dans n'importe quel bar, tu veux. Alors déjà, moi, quand les gens ont peur de sortir seuls, moi je leur donne une astuce qui est très simple en fait. Sors, arrive quelque part, prévois qu'une amie va te rejoindre, mais toi arrive une demi-heure avant, tu vois. Parce qu'en fait, il va forcément plus t'arriver de choses quand t'es tout seul, toute seule. Là, tu vas parce qu'en fait, à un moment donné, il va falloir que tu meubles, en fait. Il va falloir que tu fasses quelque chose. Tu vas pas rester piqué au milieu du bar. Donc, en fait, c'est rassurant de savoir que t'as quelqu'un qui arrive dans 15-20 minutes. Ouais. Toi, tu peux pas obligé de le dire à ton pote, en fait. Tu peux arriver juste un quart d'heure avant, ce qui va pouvoir te permettre de travailler, en fait, certains trucs. Tu vas arriver, tu vas commander un verre, tu vas au bar. Il y a un groupe à gauche, un groupe à droite. Tu regardes un peu, tu demandes, vous buvez quoi? Ça a l'air bon. Bah, voilà, t'es déjà en train de faire une interaction, en fait. Ouais, c'est vrai. Et tu vois, c'est les petits actes comme ça héroïques du quotidien. Les gens en ont un peu peur et il faut réapprendre à les faire. Ouais, non, mais t'as complètement raison. Et là-dessus, moi, j'avais été hyper marqué quand je suis allé aux États-Unis, en Californie notamment. Tout le monde se parle tout le temps entre inconnus. Ouais, mais les États-unis, c'est très différent. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas rester tout seul. Ils ont, je sais pas. Culture. Je le constate. J'ai pas, on va dire un historique de la culture américaine, nord-américaine, mais en fait, c'est vrai que quand tu te balades, moi, je suis souvent allé aux États-Unis, à New York, je sais pas, Los Angeles, Miami. En fait, tu ne restes jamais tout seul plus de 2 minutes. Si tu t'assois tout seul à une table dans un restaurant, les gens vont te parler à côté. Mais ils sont, pour nous, par rapport à nous, ils vont être too much en fait. Ils sont envahissants. C'est-à-dire que blablabla, c'est machin, quelqu'un pourrait te demander ouais t'es single au bout de 2 secondes, tu vois. Ce qui est complètement saugrenu comme question en France en fait. Tu vas pas demander à quelqu'un que tu connais pas, à qui tu demandes l'heure, est-ce que t'es single, tu vois. Donc, ils vont avoir tendance à overshare comme ils disent. C'est-à-dire qu'ils arrivent et blablabla, ils débitent des trucs. Toi tu es là, tu fais waouh, c'est impressionnant. Ah mais moi ça m'avait marqué. Mais moi je trouve ça chouette. Moi aussi, mais moi ça m'avait marqué au point où c'était 2018 ou 2019, ça m'avait vraiment marqué comme truc. Je me fais aborder par un couple en sortie d'un petit-déj à Los Angeles. Je me fais aborder par un couple. Donc moi, forcément, avec mon cerveau de français, c'était une des premières fois où j'y allais. Et je me dis, waouh, c'est quoi? Ils veulent un truc libertin. Enfin, je me dis vraiment, il y a un truc. Avec ta grille de lecture, si c'était en France, il y aurait forcément un gros sujet derrière. Quoi. Et en plus, ils étaient plutôt bien sapés, la trentaine, plutôt beau gosse. Donc j'étais en mode genre.
chelou et tout, tu vois. Et puis ils me parlent un peu, on tape la discute, ils me disent ah on fait une soirée on fait une soirée sur un rooftop ce soir, allez-y venez, je t'envoie le lien et tout. Ils m'envoient le lien, mais moi dans ma tête je suis toujours en mode ils sont en mode libertin, tout ce que tu veux. En fait pas du tout, on est allé à la soirée avec mes potes le soir, c'était une soirée trop sympa, on leur a à peine parlé 2 minutes. Ouais. On est arrivé, c'était en mode ah great you came, on fait leur vie. Ouais. Et en fait c'est juste en couple, hein, c'est comme SP, hein, t'étais vraiment en couple, t'as vraiment autre chose à foutre quand t'es en couple qu'aller parler à des gens que tu connais pas, sur le principe. Mais t'as ce truc-là c'est marrant, ouais. Ancré dans le... Non, faudrait qu'on leur pique un peu cette capacité, en fait. Ouais, tu vas parler à ton voisin, mais pour rien, en fait. Tu vas à l'aéroport, la personne à côté de toi elle va te taper la discute, mais ouais, toi, en fait, dans ton cerveau de français, tu te dis, attends, qu'est-ce que la personne elle cherche, en fait? Qu'est-ce qu'elle veut m'arnaquer? C'est marrant parce que... Moi, ce que vous dites, ça me fait penser à un peu à la Suisse, dans le sens où les Suisses, ils te parlent hyper facilement, par contre, ils restent vachement entre eux. C'est-à-dire que tu mets vachement de temps à intégrer des groupes sociaux en Suisse, par contre, les gens te disent bonjour dans la rue, alors que tu ne les connais pas. Tout le monde se dit bonjour. Mais alors vraiment, t'as une rue, c'est pas une blague. C'est comme les randonnées. C'est en randonnée. Bonjour, oui, bonjour. C'est vraiment... Mais je vous promets, il y a des rues, vraiment des rues. Bah, du coup, il y a plein de gens. Bonjour, bonjour. Et moi, quand j'arrive en Suisse, la Parisienne qui débarque en Suisse, que j'ai vécu en Suisse. Et en fait, après, moi, en revenant à Paris, je me retrouvais à dire bonjour aux gens dans la rue. Et en fait, tu réalises que pas du tout. Et donc, c'est assez marrant ce truc de. Eux, ils se disent. Ils te parlent, ils font les small talk hyper facilement. Par contre, ils vont au fond des sujets beaucoup plus difficilement. Là où nous, on a plus de mal à aller peut-être parler aux gens en tant que Français, par contre, on peut rentrer très facile dans un sujet. Ouais. Et eux, c'est assez marrant en fait de voir que chacun a sa culture et a sa manière de faire en fait. C'est vrai. Et en France, on a beaucoup plus d'amis proches, très proches. Là, aux États-Unis, peut-être en Suisse, d'ailleurs Suisse, je sais pas, mais aux États-Unis, ils sont beaucoup plus fake, quoi. T'as pas beaucoup de vrais amis, quoi. Tu restes comme. Après, ce qui est difficile, c'est qu'en fait, on a notre perception individuelle. Toi, tu vas en voyage en Suisse, machin, mais après, c'est de regarder après à plus grosse échelle. Oui, c'est sûr. C'est vrai que c'est. Mais oui, après, tu vois, il faudrait regarder est-ce qu'il y a plus de solitude aux US ou en France. Est-ce que les gens ont plus d'amis ou pas d'amis? On n'a pas forcément les datas, quoi. Non, mais c'est sûr. Mais après, pour le coup, moi, là-dessus, je le ressens vraiment parce qu'en plus, moi, j'ai été dans le business des boîtes de nuit quand j'avais de 17 à 19 ans. Et donc, j'avais vraiment vu ce truc de... Ça, à ce moment-là, Paris, ça faisait la teuf, quoi. Non, mais ça fait plus la teuf. Ça fait plus du tout la teuf aujourd'hui. Mais même de mes potes qui étaient des gros fêtards, ils font plus la fête. Les gens plus jeunes, donc les générations plus jeunes, font pas la... Enfin, moi, ma génération, aucune de mes amies à Paris ne fait la fête. C'est pas une blague. Mais moi, je sors plus en boîte, mais depuis hyper longtemps. Je pourrais même pas te dire c'est quand la dernière fois que je suis allée en boîte. Mais sincèrement, hein, ça doit remonter au fin octobre. C'est fou. Et c'est parce que c'était à Londres, tu vois. Pour tous les entrepreneurs qui regardent, en fait, il y a un vide. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, nos besoins, ils sont restés les mêmes. Donc, à un moment donné, s'il n'y a plus de boîte, s'il n'y a plus de trucs, il n'y a plus de machin, à un moment donné, il va falloir trouver des solutions pour remplir ces vides-là. C'est ça qui peut être stimulant, du coup. Nous, on croit, c'est une de nos thèses, mais on croit qu'il y a de plus en plus d'impact de sociabilité dans les communautés professionnelles. Ouais. Alors nous on est entrepreneurs donc forcément on a un énorme biais par rapport à ça parce que on vit notre boîte, même quand on veut couper on vit notre boîte, mais j'ai l'impression que de plus en plus de gens vont aller en fait à des trucs professionnels pour aller faire de la sociabilité. Alors déjà il y a cette question de les gens après le Covid ne vont plus au bureau, enfin tu vois ça s'est démocratisé les remotes, mais maintenant il y a des sociétés qui disent non mais en fait c'est mieux quand les gens ils sont au travail, et je pense que en fait de manière générale les gens aiment mieux être en remote et on peut comprendre pourquoi, tu vois, ça te fait gagner du temps, machin, mais ils ont besoin aussi d'être entourés. Donc parce que tu vois, spontanément, les gens qui sont remote, à un moment donné, s'ils font ça sur le long terme, ils ont pas envie de rester enfermés chez eux, en fait. Ça te fusille le cerveau. Ils vont aller dans un cowork, ils vont aller dans un truc. Par contre, Balran a raison, et c'est même plus facile, c'est même une astuce, mais c'est même plus facile de rencontrer des gens quand c'est dans un cadre entre guillemets pro, parce que tout le monde entre guillemets a une excuse entre guillemets et de la soi-disant pour ça. Et en plus, comme vous avez tous un lien qui est le lien professionnel, que ce soit par la boîte, par la thématique, ou bref, la raison pour laquelle vous êtes là, c'est beaucoup plus facile même d'aborder les gens. Là où tu vas au pied dans un bar ou autre, tu peux le faire, mais ça peut être plus difficile pour les gens qui sont moins à l'aise. Moi, dans les conseils que je donne, je me base là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, va quelque part où tu as un contexte. Tu vas dans un cours, ça me fascine l'espagnol parce que j'ai envie de voyager en Amérique du Sud. Va dans un cours d'espagnol. En fait, tu as un prétexte parce que tu vas être obligé de discuter avec tout le monde. Va dans une conférence sur, je sais pas, l'immobilier. En fait, tu vas aller. Enfin, tu vois, je peux te dire ça à mes clients. 90% de mecs. Des mecs qui en fait sont plutôt à un moment donné tu t'intéresses à l'immobilier, c'est-à-dire que t'as déjà un peu avancé dans la vie et en fait va dans la conférence et tu vois tu demandes une connerie à la personne et tu dis c'est méga smart. C'est très vrai. Et pour les mecs, ça serait quoi du coup comme milieu après au cours de pilates? Je sais pas. C'est énorme. La boxe. Alors la boxe, en fait, on pense que la boxe, parce qu'au début, moi, naïvement, il y a quelques années, je disais à mes clientes, va dans un cours de boxe, et je pensais qu'il allait avoir une mixité. En réalité, il y a beaucoup plus de femmes. Mais alors, ça dépend où tu vas. Hein. Moi, j'ai quand même plus de mecs, mais il y a quand même beaucoup de femmes. Ouais. Mais c'est vrai. Et là, très facile de parler aux gens.
Bah oui, t'es obligé de partner avec quelqu'un. Bah, pas toujours, mais en tout cas. Dans la gueule, donc. Et surtout, tu peux faire beaucoup plus facilement du business là-bas. Alors, ça dépend où t'habites, mais en tout cas, quand t'es à Paris, et ça, je pense que c'est très vrai pour n'importe quelle ville, mais c'est comme le paddle qui devient un sport hyper à la mode. C'est des trucs où les gens, il y a beaucoup de gens qui sont des gens qui vraiment travaillent quoi. Le paddle, c'est hyper intéressant comme exemple parce que ça a émergé il y a quoi 2 ans, 3 ans, on va dire. Moi j'ai vu ça. Il y a eu un effet de mode là-dessus énorme. En Espagne où je réside, en fait, le paddle, c'est vraiment une raison de vivre quoi pour plein de gens. Et en fait, c'est quoi au final, c'est quoi? C'est super accessible. T'as pas besoin d'avoir un niveau pour t'amuser. Tu vas être mis avec des gens que tu connais pas. C'est ça la grosse révolution du paddle, c'est qu'en fait c'est ce système de résa de terrain où en fait tu vas sur une appli, tu dis ok moi je viens jouer là et on te trouve les autres participants en fait. Et du coup tu te retrouves c'est fou à faire des rencontres, à avoir un prétexte de paddle et à faire des rencontres. Et ce qui est génial c'est que autant sur une application de rencontre il peut t'arriver quoi? Une histoire d'amour, un plan cul ou rien. Mais en fait, quand tu vas faire des rencontres, que tu apprends à faire des rencontres dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que tu peux avoir? Du business. Opportunité de business, amitié, histoire d'amour, plan cul également si tu veux. En fait, le panel d'expériences que tu peux avoir, il est beaucoup plus étendu. Mais je pense que les activités sportives peuvent être un vrai moyen de rencontrer des gens. Ouais. Et t'as jamais eu envie de monter un social club pour le coup? J'y pense en fait, figure-toi, mais j'avoue, ça résoudrait beaucoup de problèmes. Depuis 2010, en fait, j'ai déjà monté des clubs, mais qui étaient des clubs, on va dire, online. Ouais. Et en fait, qu'est-ce que j'ai remarqué? En fait, d'ailleurs, je pense que j'ai été un des premiers, sans me vanter en France, à développer le système de SaaS ou d'un abonnement recurring où en fait, tu t'abonnes et t'as du contenu en fait. Et la communauté. Il n'y avait pas de Netflix à l'époque, enfin, tu vois, c'était un truc. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que, alors oui, c'est une façon de consommer du contenu qui est intéressant, mais l'aspect communautaire a été incroyable. En fait, j'ai des mecs, en fait, j'avais un club pour les hommes à l'époque, et j'ai des mecs qui m'abordent dans la rue encore aujourd'hui, donc 15 ans après, et qui me disent ouais, trop bien, à l'époque ce truc-là, j'ai rencontré mon pote et ceci. Donc en fait, ça a eu un impact sur les vies des gens, mais surtout sur ils ont fait des relations encore plus long terme, des relations amicales via ces communautés. J'ai la même chose aujourd'hui pour des femmes. J'ai un club qui s'appelle le Club de l'Homme Expliqué. Alors oui, dessus, je fais des coachings, je réponds aux questions. Mais en fait, je pense qu'une des raisons pour lesquelles les gens restent là-dessus, c'est que t'as plein d'autres gens que tu connais pas, avec qui tu peux discuter. Et en fait, t'as une super excuse au milieu en plus. Et en fait, t'as un thème, t'as un thème de discussion. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, je pense qu'une communauté, elle est toujours structurée ou autour d'une activité, ou autour d'une thématique. Ou d'un besoin, ou d'un truc comme ça. Ouais. Et cette thématique, ça pourrait être n'importe quoi en fait. Ça pourrait être l'architecture, ça pourrait être le rénover les meubles, ça pourrait être n'importe quoi en fait. Non, c'est vrai. C'est complètement vrai. C'est complètement vrai. Pour aller un peu vers la fin, ça m'intéresse d'avoir ton avis sur un dernier truc. C'est selon toi, si jamais il y a une personne qui nous regarde, un truc comme ça, se sent ultra seul, ultra emprisonné de son taf ou ce genre de truc, c'est quoi peut-être le truc le plus clé ou le truc qui a le plus d'impact sur tout le reste pour réussir à sortir un peu de cette solitude-là, que ce soit amoureuse, amicale, sociale et tout, tu vois? Ouais, bon, on l'a un peu dit durant le podcast, c'est-à-dire, tu vois, inscris-toi au paddle. En fait, typiquement, à un moment donné, si les systèmes dans lesquels tu es aujourd'hui ne t'irriguent pas en conversation, en rencontre, etc., en fait, c'est ta responsabilité de faire une action et de te dire, ok, je vais aller me mettre ici. C'est toujours le pas le plus dur en fait, et qui en réalité il est simplement psychologique. C'est comme quand je dis à une cliente, va dans une conférence sur l'immobilier. Tu vois, je le fais pour elle, je tape, ok, t'habites où? Grenoble, meet-up Grenoble. Boum. Demain il y a un truc, conférence sur l'immobilier, tac tac, c'est quoi ton mail? Vas-y, je t'inscris. Ah ouais, c'est ouf. Et en fait, elle y va. Et en fait, moi, le retour que j'ai de ce truc-là, de toute façon, le retour il est quasi unanime, à quasi 100%. C'est-à-dire que bon, c'est peut-être un peu difficile la première fois, mais au bout de quelques sorties de zone de confort, c'est c'est incroyable et tout, je suis allé là-bas, puis j'ai parlé à machin. Et même si en fait, concrètement, il s'est véritablement rien passé, il n'y a pas eu la rencontre d'une vie, en fait, ça apporte énormément de plaisir. C'est incroyablement vrai ce que tu racontes. Nous, comme on est médias, influenceurs, entrepreneurs, ce que tu veux, on est invité partout, tout le temps. Oui, presque, tu es obligé de dire non. Mais au point, tu vas plus rien. Non, au point, t'as même envie de rester chez toi, dans ton lit, à trembler, en mode laissez-moi tranquille, tu vois. Et on se dit, tous ces trucs-là, juste, c'est ouvert au public. Dans la majorité des cas, c'est des trucs où tu pourrais très bien. Il suffit d'aller fouiner un peu. Exactement, c'est littéralement ça, il suffit de fouiner un peu. Faut devenir expert de ta propre ville, ou faut regarder. En fait, les gens, à un moment donné, ils vont pas faire cette démarche. À un moment donné, ils vont se dire, ok, je fais quoi? Bon, alors Netflix là, Prime là, machin, je commande un truc, ou je joue à un jeu vidéo, et terminé, quoi. Il y a plein d'événements dont littéralement le business model, c'est que ça soit gratuit, qu'il y ait le maximum de personnes qui viennent, et c'est de vendre ça à des sponsors. Donc, il y a des événements trop stylés qui sont gratuits, et les gens se rendent pas compte, je pense.
France. Ouais, dans une ville comme Paris, tu peux facilement faire tous les soirs de la semaine à faire un truc. Moi, à l'époque où j'habitais là, et lundi, tu fais un vernissage, et mardi, tu fais un after work, et mercredi, tu fais truc. Et en fait, mais il y a tellement de choses que je suis d'accord. Et au point où nous, aujourd'hui, quand il y a des soirs où il n'y a rien, c'est limite, mais t'es tellement content que c'est parce que t'es tranquille, quoi. Ton dimanche soir ou ton lundi soir, tu dis, ouais, je fais rien. C'est incroyable. Mais vraiment, c'est pas une blague. Hein. Ah ouais, Bon, savoir les cernes. Ouais. En tout cas, je pense que les gens vont, si ça peut en tout cas déclencher un truc chez les gens qui vont regarder cette vidéo, juste d'essayer de shifter un petit peu et de se dire, ok, je vais aller faire des trucs que j'ai pas l'habitude de faire et je vais sortir un peu et je vais être curieux, tu vois, je vais l'explorer, je vais les regarder. Il va rien vous arriver de mal. Franchement, personne va mal vous parler, personne va vous regarder bizarre. Je demandais sur Instagram hier, je disais parce que je suis allé dîner tout seul il y a quelques jours et j'ai fait une story, j'ai dit machin solo date, qui fait ça? Et en fait, la grande majorité des gens ont répondu non. Et les raisons, c'était quoi? C'est non, j'ai peur de faire tâche, j'ai peur de trucs. En fait, les gens vont s'empêcher eux-mêmes d'aller manger quelque chose de bon. Tu vois, genre, moi, j'avais envie d'aller dans ce resto, ça a l'air très bon, je vais y aller. Mais les gens vont s'empêcher cette expérience. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire, je vais être toute seule. En l'occurrence, j'ai une communauté de femmes. Je vais être toute seule et je vais faire tâche. Alors que pourtant, moi, je trouve que c'est méga la classe. Le fait seul au resto, il y a un côté très. Bien sûr, un diamant ne tâche pas. Tu vois. Oui, après, je peux comprendre que. Alors, oui, il y a ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, mais t'as aussi le côté du coup, tu préfères être tranquille chez toi avec. Ouais, t'as moins de. En fait, t'as pas de lutte interne à faire en fait. C'est-à-dire que tout de suite, t'as accès à quelque chose qui va te donner un peu de plaisir. Je vais regarder un épisode, je sais pas, White Lotus, ou je vais. Tu vois. C'est bien d'ailleurs, tu recommandes ou pas? Parce que je le vois tout le temps. C'est une série que j'aime bien, ouais. En général, j'aime bien les séries de HBO, qui sont toujours un peu plus complexes, un peu. Tu vois. Et White Lotus, je trouve il se passe pas grand chose en fait, c'est des gens, tu vois. C'est des gens entre eux, c'est des relations un peu compliquées. C'est un Gossip Girl nouvelle génération, non, un peu non, je pense pas, parce que Gossip Girl, déjà, ça s'adresse plus à des adolescents. C'était incroyable. C'était incroyable, Gossip Girl. Ouais, c'est vrai. Mais d'ailleurs, ce serait une réflexion à avoir aujourd'hui, c'est de regarder le paysage des séries proposées sur Netflix et compagnie, et de regarder en fait. Mais il est pas bon, hein. Moi je m'ennuie. Tu compares. Moi j'ai grandi avec quoi? J'ai grandi avec Friends, How I Met Your Mother. Et en fait, tu vois, la série, elle te raconte quelque chose. Elle te raconte les relations, elle te raconte Sex and the City plus tard. D'ailleurs, je l'ai re-regardé Sex and the City, c'est hyper intéressant de revoir en fait cette série. Très très vrai. Et tu regardes les séries aujourd'hui que tu vas avoir sur Netflix. C'est quoi? C'est Sex Education. J'ai même pas regardé tellement ça de la merde. Qu'est-ce qu'ils regardent les jeunes? Il y avait Snowfall, non? Il y avait Riverdale. Non, Riverdale. Stranger Things, ça c'est incroyable. Ouais. Et en fait, c'est intéressant de voir c'est quoi la narrative de ces séries en termes de relations, en termes de. Et bon, elle a carrément changé. Alors c'est bien parce qu'il y a plus, on va dire, de diversité, il y a l'expression de plus de choses, mais c'est intéressant. Puis les relations sont moins. Je trouve qu'il y a moins de scénarios. Big Bang Theory. C'est un symbole, c'est un beau symbole. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup moins de complexité dans les séries ou dans les films qui sont faits aujourd'hui. Ouais. C'est trop évident, c'est trop obvious. C'est pas une série, je vais prendre un extrême, mais Game of Thrones, c'est la seule série où tu ne pouvais jamais deviner ce qui allait se passer. T'avais beau mettre toutes les hypothèses possibles, c'était aucune de ces hypothèses, la suite en tout cas de ces séries. Aujourd'hui, il y a aucune série où tu ne peux pas deviner de manière évidente la suite. De Game of Thrones, c'est qu'on allait te montrer quelqu'un à poil à un moment donné. Alors ça, oui, alors les gars, Netflix, c'est ça aujourd'hui. Il n'y a pas une série où il n'y a pas un film, où il n'y a pas une scène de cul, on dirait un truc porno. Enfin, qu'on soit clair. C'est très intéressant, c'est que tu vas voir de plus en plus de scènes de sexe en fait très explicites dans les séries, alors qu'en fait tu prends Friends, tu prends machin. À l'époque, tu n'en voyais aucune. Bah ouais. Les gens faisaient beaucoup plus l'amour à l'époque qu'ils ne le font aujourd'hui. Donc en fait, tu vois, c'est assez paradoxal. Mais c'est le porno a aussi pas aider les relations sexuelles de notre génération aussi. Hein. Ouais, mais j'étais content qu'on n'aborde pas le sujet, parce que pour moi, c'est un sujet dans le sujet. Pour moi, ça change pas le côté solitude, le côté lien social, parce que... Non, mais alors, par contre, on peut le ranger au même titre que scroller sur TikTok. On peut le ranger comme source d'autosatisfaction. Tu vois, quelqu'un va regarder du porno, tu penses à autre chose, c'était dans... Oui, ça baisse la libido des gens. Exactement. Non, mais en fait, tu vois, moi, je le rangerais à côté de TikTok, Instagram... Ouais. Netflix, exactement. Je suis très d'accord. C'est une occupation que tu peux faire sans voir personne et qui globalement va pas te sociabiliser, quoi. Non, ça je suis 100% d'accord, et puis ça détruit le cerveau. Mais les gens disent oui, le porno aujourd'hui, après il y a toujours eu du porno, etc. Enfin tu vois, ce serait un sujet à développer. Ouais, mais quand tu regardes les impacts sur le cerveau, qui a changé, quoi. Ouais, mais faut que les gens fassent gaffe quand même, parce que j'ai vu un documentaire Arte là-dessus, les impacts sur le cerveau, c'est... Ah, mais alors par contre, pour faire le lien entre ce qu'on disait sur les séries et ça, je peux pas m'empêcher de remarquer un truc, tu peux pas ouvrir Instagram ou TikTok sans voir... alors je sais pas si c'est l'algorithme parce que je suis un homme, mais ça peut-être à mon avis c'est la même chose de côté, mais tu vois beaucoup de gens dénudés, tu vois beaucoup de gens qui mettent leur corps en scène. Alors ça c'est un petit peu votre algorithme. Non mais en fait on va dire ça s'est beaucoup démocratisé en fait. Alors c'est démocratisé, mais il y a quand même, tu travailles l'algorithme en fonction aussi. Non bien sûr. Bien sûr, ce que je veux juste dire c'est que... Oui, je suis d'accord. En gros, si un mec voit des meufs en tant que meuf,
c'est qu'elles vont être d'une certaine manière sexualisées. Si un mec voit des meufs en tant que meuf. Si un mec voit des meufs sur son feed Instagram dont le seul trait de distinction est d'être meuf, c'est pas de, je sais pas, j'ai compris, ou autre chose, bah ça va souvent être sexualisé. Ah bah oui, mais ça c'est normal. Ouais, en tout cas, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a une plus grande... En fait, les gens se sentent beaucoup plus à l'aise dans un monde virtuel. Ouais. C'est-à-dire que... Bah d'ailleurs, c'est assez marrant. C'est-à-dire que tu vas voir des gens sortir faire un truc, on va mettre un téléphone et on va faire une danse, on va faire un reel, on va faire quelque chose, tu vois. Et donc, tu les vois, ils sont dans le réel, en train de faire une mise en scène qu'ils vont utiliser dans le monde virtuel, mais ils sont beaucoup plus à l'aise dans cette mise en scène qu'ils vont ensuite contrôler. Donc, tu vois, par exemple, tiens, je peux montrer comment je m'habille, quelle tenue je mets, nanana, je m'habille, mais j'ai un total contrôle, en fait, sur ce que je suis en train de créer. Bah, bien donc, sûr. j'ai cet espace de liberté où je contrôle totalement l'image. Je suis plus à l'aise de faire ça que, potentiellement, d'aller danser, de mettre une robe et d'aller danser dans un endroit où, là, je suis dans le réel et, en fait, les gens me regardent. Mais parce que tu contrôles pas. Exactement, tu contrôles pas. Donc, en fait, je pense que ça vient aussi du fait que, comme les gens ont perdu en aisance sociale, du coup, ils sont encore plus stressés, du coup, ils y vont encore moins. Ils y vont encore moins, mais c'est un cercle. T'es plus à l'aise pour répondre. Même chose, t'es plus à l'aise pour répondre à un commentaire sur un réseau social en étant, tu vois, très, très courageux, très audacieux, tu vois. Mais tu vas même te permettre de dire des trucs que t'aurais pas forcément dit dans la vie de tous les jours. Les gens qui critiquent en commentaire, mais parce que c'est une protection. Ils vont jamais te. C'est un bouclier. Mais c'est un bouclier. Les gens moulins d'Instagram qui perdent leur quand il faut vraiment monter au créneau, quoi. Mais c'est sûr. C'est que les gens se sentent. En fait, on passe plus de temps dans un monde virtuel, dans un métaverse, tu vois, et qui, pour l'instant, se fait par le truchement du téléphone. On ne sait pas si demain, il se fera par le truchement d'un casque et tout. Bon, pour l'instant, les casques de réalité virtuelle... Non, mais tu te marres, et moi, mon grand frère appelle ça comme ça. Quand il voit Sixine et moi sur les réseaux sociaux, de famille, il est en mode genre Sixine et Valorant dans le métaverse, tu vois. Pour lui, c'est déjà acquis que c'est du métaverse, tu vois. Franchement, je pense qu'il y a des chances que... Enfin, en tout cas, tu vois que notre temps dans le virtuel, il augmente. Ouais, on n'est pas là en fait. Et moi j'ai plein d'amis, tu vois, tu leur parles et en fait, ils sont partis ailleurs en fait. T'es obligé de cliquer, tu fais, reviens, tu vois. C'est devenu difficile pour les gens de se... Tu vois, là on a une discussion de quoi, à peu près 1 heure, on est en train de parler un peu à bâton rompu. C'est un exercice, je pense, qui est difficile pour plein de gens de rester focus et de pas lâcher la balle des yeux pendant une demi-heure, 45 minutes, tu vois. Ça j'ai du mal à me rendre compte, moi j'ai toujours aimé les trucs longs. Donc, oui, mais pourtant t'es quelqu'un qui se défocus très vite, toi par exemple. Très vite, faut te dire Val. Pas quand c'est intéressant. Et c'était très intéressant. Ouais. Merci beaucoup Yann, c'était vraiment trop cool de faire cette discussion-là. En vrai, le sujet, moi, me passionne parce que je pense qu'il est au cœur de plein d'autres problèmes qu'on commente, mais qui sont en fait les symptômes de ce truc-là. Ouais. Et je trouvais ça hyper éclairant, plein de bonnes idées que tu as balancées et tout. C'est un sujet passionnant, enfin moi j'adore ça. Exactement. J'espère d'ailleurs, vous, chers amis, que ça vous a plu et que vous êtes régalés. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à activer la cloche, à liker. Sans les youtubeurs. Envoyez ça à toute votre famille, à votre tata qui n'a plus d'amis. Non, surtout, j'allais dire envoyer ça à un proche qui tout seul, qui se sent seul, quoi. Et mettez votre grain de sel, en fait, rebondissez sur ce qu'on a dit. Vous êtes d'accord, pas d'accord, qu'est-ce que vous en pensez, c'est quoi votre avis, dites-le nous en commentaire. Il y a un peu un esprit de contradiction. On se retrouve très bientôt. Ciao.